bienvenue sur Humain tout simplement, le podcast de Béatrice Millettre, docteure en psychologie. Aujourd'hui dans Humain tout simplement, haut potentiel et TDAH. Il est fréquent qu'une personne haut potentiel reçoive un diagnostic de TDAH. Non pas que cette personne s'auto-diagnostique ou se pense atteindre toute seule d'un problème d'attention ou d'hyperactivité. Non, malheureusement, il existe de nombreuses personnes, bien trop nombreuses, au potentiel, diagnostiquées avec un trouble déficit de l'attention par un professionnel de santé. Et là, contrairement au potentiel, on parle vraiment d'un trouble et donc d'un diagnostic, pas juste d'un dépistage. Alors malheureusement, il n'est pas rare que ce diagnostic s'avère erroné. Même si les chiffres ne nous sont pas exactement connus, certaines recherches nous montrent que 50% des personnes au potentiel diagnostiquées avec un TDAH le seraient à tort. 50% encore une fois, ce n'est pas rien. Alors à quoi est-ce dû ? D'une part, on pourrait se dire la meilleure connaissance du TDAH et de tous les autres troubles neurodéveloppementaux conduit à une meilleure identification, une meilleure prise en charge. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai principalement dans la population générale neurotypique et pas au potentiel. Pour les personnes au potentiel, finalement, la question est particulièrement complexe. Car vu de l'extérieur, et c'est vrai, le TDAH et le haut potentiel peuvent présenter des similitudes, des comportements communs, des attitudes, des manières d'être. Les deux peuvent par exemple présenter ce qu'on pourrait penser de l'extérieur être des signes d'hyperactivité, la difficulté à rester sans bouger par exemple, des signes de déconcentration et d'impatience. Un enfant en classe qui a tendance à bouger, à regarder par la fenêtre, pourra passer pour un enfant atteint d'un TDAH, alors que s'il est au potentiel, cela peut être le résultat de son fonctionnement neurophysiologique différent, le signe d'un cerveau en perpétuelle ébullition, le signe d'un enfant plus rapide qui a déjà compris ce qu'on lui enseigne et qui cherche à s'occuper ou à complexifier ce qui lui est demandé. On peut aussi imaginer un adulte capable de générer de nombreuses idées créatives qui conduisent à des solutions adaptées à ce qu'on lui demande, mais incapable de rester attentif en réunion. Est-ce qu'il s'agit d'un problème d'attention et de concentration ou plutôt d'une manifestation du flux ininterrompu de ses pensées associé à une compréhension plus rapide de son ordre du jour, avec une espèce d'incompréhension de pourquoi on reste en réunion quand l'ordre du jour pourrait être traité en 5 minutes. Alors malheureusement, et vraiment malheureusement, un certain nombre de professionnels de santé ne sont pas au courant ou pas suffisamment des caractéristiques intrinsèques neurodivergentes des personnes au potentiel, en ce qui concerne par exemple leur fonctionnement social et émotionnel. Ils vont alors interpréter des attitudes non pathologiques pour le potentiel comme des signes de pathologie. Ce qui serait le cas d'ailleurs chez les neurotypiques, ce qui conduit pour le coup à l'établissement d'un diagnostic erroné. Alors les erreurs les plus courantes concernent le TDAH. Viennent ensuite le TOP, le trouble de l'opposition avec provocation, le TSA, le trouble du spectre autistique, ou encore les troubles anxieux, les TOC, le trouble obsessionnel compulsif, donc le trouble état limite, etc. C'est pas rien, tout ça, ce sont des troubles. Donc imaginez par exemple que vous soyez un ado au potentiel, que vous vous trouviez parfois en décalage avec vos pairs neurotypiques. Ça arrive. Ce décalage pourrait être interprété comme des signes autistiques de capacité sociale réduite, alors qu'en fait, il correspond à une inadéquation de son environnement social, d'un besoin de souffler, de se ressourcer, après avoir passé du temps, de l'énergie et des efforts à interagir avec les autres, et à interagir de la bonne façon. De même, les personnes au potentiel peuvent donner l'impression d'un resserrement des champs de leur passion, ce qui peut être interprété comme le signe des intérêts restreints qui font partie du tableau clinique du spectre autistique, alors qu'en fait, il s'agit simplement d'une conséquence de leur investissement dans un domaine donné, leur absorption si particulière dans ce domaine, assortie de leur détermination, de leur persévérance à creuser, et explorer toujours plus loin avec leur curiosité qui vraiment fait partie d'eux-mêmes. Et nous sommes là, bien à l'opposé de l'incapacité d'ouverture qui peut caractériser les personnes dans le spectre du trouble autistique. Et donc, le haut potentiel se traduit parfois par des signes évocateurs de pathologie lorsqu'on ne connaît pas les fonctionnements, les attitudes, les manières d'être, les caractéristiques neurodivergentes des personnes au potentiel. Afin d'éliminer ces mauvais diagnostics, ces erreurs de diagnostic, il est fondamental
d'interpréter ces signes de manière adéquate pour les comprendre et ainsi éviter de prendre le haut potentiel pour un trouble ou de prendre un trouble pour le haut potentiel ou encore de ne percevoir qu'un alors que l'on est en présence des deux, de ce qu'on appelle une double exception, le haut potentiel et un trouble neurodéveloppemental. Cette double exception, elle, nécessite un accompagnement spécifique et non neurotypique. Donc c'est fondamental, c'est important de considérer d'autres aspects que les critères diagnostiques neurotypiques lorsqu'on intervient avec une personne au potentiel. Il convient d'observer les manières de fonctionner et les résultats obtenus plutôt que le chemin emprunté. Si les résultats sont là, justes, c'est que ça marche, que le cerveau a fait son job et qu'il s'agit d'un chemin différent, efficace, autrement. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser des messages, à me dire les sujets que vous aimeriez me voir aborder. Je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. And the world has made me strong, but it can't contain me long.